Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur les liens entre l'écologie et l'universalisme. Je rappelle que cette conférence est la dernière d'un cycle de 3 conférences sur la thématique de la décolonisation des regards pour affronter l'urgence écologique. Pourquoi avons-nous décidé de mettre en place avec Etopia, que je remercie beaucoup, pourquoi avons-nous décidé de mettre en place cette thématique? C'est pour sortir quelque part du regard un peu centré sur nous-mêmes que nous avons, des solutions que nous pouvons apporter aux problèmes écologiques qui sont graves et qui s'accentuent de plus en plus. Aujourd'hui, on a eu toutes les informations concernant la destruction de la biodiversité, les espèces qui disparaissent. Et au-delà de ça, ces 3 conférences visent aussi à poser le débat de manière intellectuelle parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre de solutions, un certain nombre d'éléments qui sont basés sur le décentrement, qui nous permettent d'aller réfléchir, d'aller chercher des solutions qui viennent aussi d'autres parties du monde. Et c'est pour cela que nous avons justement décidé de terminer avec la question de l'universalisme. Parce que, mais nos invités ne me démentiront pas, il y a un débat qui est très, très, très vivace aujourd'hui en France et qui arrive depuis quelques années en Belgique francophone. Tout le monde l'entend dans les débats, le fait de se revendiquer universaliste, qu'est-ce que ça veut dire, et le fait d'accuser les autres d'être communautaristes. Et à partir de cela, une réflexion s'engage sur comment l'universalisme peut servir de creuset à la réflexion écologique. Comment est-ce que nous pouvons, à partir des éléments historiques, à partir du débat actuel également, nourrir notre pensée sur les solutions que nous devons trouver et comment nous pouvons enrichir le débat public, l'opinion publique par rapport à cette thématique. Et donc, la première conférence portait sur l'extractivisme et les relations économiques. La deuxième portait sur l'écoféminisme. Et vous voyez que nous avons choisi des pans différents pour donner des éléments, pour nourrir la réflexion sur cette question, sur cette thématique. Et donc, Etopia est un centre de prospective qui réfléchit également sur toutes ces questions. C'est pour cela qu'en tant que député écologiste, j'ai estimé qu'il était essentiel de porter ce débat au cœur de notre réflexion, en sachant que les gens qui lancent ces termes sur les médias en font des slogans et ne l'expliquent pas. Voilà. Je vais vous présenter nos invités de ce soir et vous compléterez s'il y a des choses qui manquent. Je vais commencer par Mme Fatou Niang qui est à ma droite. Mme Fatou Niang est une maîtresse de conférence, c'est ça. Donc, elle enseigne la littérature française et francophone à l'université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle s'intéresse aux questions urbaines dans la littérature française contemporaine, ainsi qu'à l'étude de la diaspora noire en Europe. Sa thèse, c'est quelque chose qui a attiré mon attention de l'autre côté du périph', parce qu'on parle de tout ce qui constitue les territoires subalternes dans l'écologie décoloniale. Et ce sera intéressant d'en parler avec elle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler de l'international, mais aussi ce qui se passe dans nos pays, les quartiers populaires, etc. Donc sa thèse intitulée « De l'autre côté du périph', les lieux de l'identité dans le roman féminin de banlieue en France ». Et donc elle a soutenu cette thèse à l'université de Louisiane. Et elle est documentariste et professeure à l'université de Carnegie Mellon, comme je l'ai dit. Et son côté documentariste, elle l'a mis en exergue en 2015. Elle réalise avec une de ses étudiantes, Cathy Nielsen, le film Marianne Noire, qui traite de la question de la représentation des femmes noires en France, d'abord pour illustrer ses cours.
Et donc, on peut leur faire lire on peut leur faire lire de la théorie, mais c'est une civilisation du visuel, donc il faut faire un travail par l'image. Et en écoutant une émission où vous étiez invité, c'était intéressant de voir comment vous arrivez aux États-Unis et vous découvrez Frantz Fanon, alors que vous êtes française. Frantz Fanon, vous le découvrez aux États-Unis et d'autres auteurs ici, Édouard Glissant. Et je pense que dans cette perspective décoloniale, c'est intéressant aussi de voir les choses par ce biais. Et donc l'universalisme sera aussi questionné par ce biais. Alors, à ma gauche, Myriam Bafou est chercheuse en philosophie et en études de genre, et elle est militante écoféministe. Et vous êtes chercheuse à l'Université d'Ottawa. Voilà. Et vous avez publié donc ce bouquin que je vais montrer, que vous pouvez retrouver à l'entrée. Je vais parler des bouquins de Mame Fatou aussi. Donc, des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien. Mais vous avez écrit aussi Le féminisme ou la mort. La préface, pardon. J'aurais aimé, mais non. La préface. Et ces deux bouquins sont à trouver aux éditions Le Passager clandestin. Et Myriam a écrit Identité française. C'est ça, hein? Voilà, Identité française, banlieue, féminité et universalisme. Vous voyez déjà que la question de l'universalisme était au cœur de sa réflexion. Et puis ensuite, vous avez écrit un article qui est très intéressant dans un texte des particularités françaises de la négrophobie. On est en train de dire chez moi. Voilà. Et puis ceci, qui est un livre assez intéressant parce que c'est très, très pédagogique. Ce n'est pas compliqué à lire et c'est la principale vertu du bouquin. C'est court, c'est direct et c'est très intéressant. Je vous incite à la voir. Et puis, est-ce que j'oserais dire à mon extrême gauche Voilà. Alain Policard, qui est politologue, agrégé de sciences sociales, docteur en sciences politiques depuis 2011 de l'Institut d'études politiques de Paris. Donc, il enseigne depuis 16 ans. Il a enseigné 16 ans dans l'enseignement secondaire, c'est ça, hein, au lycée, puis à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Il est depuis 2010 chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Alors, il a plusieurs champs de recherche, le racisme, la justice sociale, la citoyenneté, la laïcité, le libéralisme politique, l'universalisme et le cosmopolitisme, dont on parlera, puisque c'est l'horizon que vous donnez à la question de l'universalisme. Et je rappelle, vous avez beaucoup écrit, je rappelle certains de vos bouquins, la justice sociale, les enjeux du pluralisme, Bouglé, justice et solidarité, le libéralisme politique et son avenir, cosmopolitisme ou barbarie, déjà dans la réflexion. Et l'inquiétante familiarité de la race, décolonialisme, intersectionnalité, universalisme. Et le dernier en date, c'est celui-ci? Ou alors il y a un nouveau déjà? C'est un livre collectif qui est venu après, voilà. Que j'ai fait avec Philippe Gorcuff. Vous pouvez prendre le micro. Ah, pardon, on n'entend pas assez? Non, c'est pour l'enregistrement. Oui. Il marche comme ça? Non, il marche pas. Si? Si. Oui, il y a un livre collectif avec Nona Mayer et Philippe Gorcuff qui s'appelle Les mots qui fâchent. 30 mots qui sont des mots à enjeu polémiques. On a essayé de remplacer le débat. On a choisi le débat plutôt que l'invective, si vous voulez. Et c'est un livre auquel je tiens, même si je n'ai écrit que très peu de choses. Merci. Nous allons donc articuler ce débat, cette conférence débat en 3 parties. D'abord, la question historique est fondamentale parce qu'on renvoie souvent aux Lumières. Et moi, j'aimerais d'abord, dans cette première partie, évoquer cette partie historique parce que c'est le fondement même que certains trouvent lorsqu'ils invoquent l'universalisme. Et puis ensuite, nous allons parler de l'espace public, médiatique, comment et pourquoi aujourd'hui ces deux concepts ont émergé et dominent finalement le débat sur la manière dont nous devons vivre ensemble, c'est-à-dire communautarisme et universalisme. Et puis nous terminerons par la question de l'écologie. Je le disais, comment est-ce que l'universalisme peut nourrir
l'écologie politique. Donc, je commence par vous, Mme Fatou Niang. Comment est-ce que vous définissez l'universalisme du point de vue historique? Est-ce que vous prenez les Lumières pour référence? En lisant votre livre, vous avez une critique, je dirais, acerbe de la manière dont les Lumières sont utilisées dans le débat sur l'universalisme. Vous m'entendez? Merci beaucoup pour l'invitation, Sophie. Merci pour le sourire et pour ta grande patience face à ma lenteur légendaire pour répondre aux mails. Merci. Et merci aussi à vous d'être là et puis aux panélistes. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'universalisme que je pose aujourd'hui, moi, je travaille sur la France, et cette question, elle est très souvent posée lorsqu'il faut dire que l'universalisme est en danger, et l'universalisme républicain, l'universalisme à la française, parce que ça aussi, ça va être assez intéressant de définir, en fait, qu'est-ce que l'universalisme. Et en France, on part sur l'idée qu'il y a un universalisme à la française qui est en danger, qui est mis en danger donc par des communautarismes, l'avancée de particularisme. Et donc, quand moi, on me pose ça, la première question est de faire exactement ce que vous avez fait, de dire à la personne, mais qu'est-ce que c'est que l'universalisme? Et très souvent, j'ai un silence face à moi. C'est un silence gêné, c'est un silence interrogé, c'est un silence surpris, où en fait, la personne se rend compte que, en fait, je ne sais pas ce que c'est que l'universalisme, mais je sais ce que c'est. Je sais que c'est en danger. Et en fait, les gens ne peuvent pas donner une définition de ce que c'est que l'universalisme. Et dans le débat public en France, et on verra ce qu'Alain en pense, parce que nous travaillons tous les deux sur la France, c'est juste l'idée que la blanchité est en danger, c'est l'idée que la maison est en danger, c'est l'idée que l'intimité, les fondations que l'on s'était créées pour faire sens de notre monde, faire sens de la place de notre pays dans le monde, et que la place de mon pays me donnait une certaine place dans le monde, tout ça a été secoué, tout ça a été mis en danger. Donc on va, pour refaire sens, retrouver un peu cette fondation, brandir ce discours. Et aujourd'hui, on a donc le discours, un duel entre un universalisme républicain, un universalisme à la française, qui serait donc mis en danger, qui serait secoué par ce qui se trouve en face. Donc, qu'est-ce que l'universalisme? On définit généralement, donc pour sortir de la France, 3 types d'universalisme politique. Et donc, l'universalisme, c'est ce qui a vocation à être universel. Donc, on est vraiment au cœur de l'humain. Il peut être religieux, donc la propagation de la propagation de religion catholique, la religion catholique, musulmane, etc. Politique, ce qui a vocation à être partagé par le maximum d'humains, ou philosophique. Et chez nous, donc dans l'Hexagone, cette définition a été localisée en l'accolant à la Révolution de 1789, à la naissance de la République, d'où l'appellation d'universalisme républicain, qui est une émanation des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, et qui va servir, et c'est la critique que nous faisons dans ce livre, de moteur, d'outils, de discours autour de la colonisation, de la propagation de ces valeurs-là, qui seraient des valeurs non seulement européenne, mais française, et que la France a devoir de partager avec le reste du monde, l'universalisme. Myriam, vous parliez de la Déclaration universelle des droits de l'homme française. Moi, j'aimerais vous poser une question vous travaillez beaucoup sur la question du féminisme, et je me suis posé une question un jour où on avait un débat. En fait, lorsqu'on prend la Déclaration universelle des droits de l'homme, où se trouvent les femmes dans l'universalisme finalement aujourd'hui, parce que le débat se pose, les débats sur l'égalité, le débat sur les droits des femmes, sur leur place dans la société aujourd'hui. En quoi cette déclaration, qui constitue finalement le fondement sur lequel se basent beaucoup qui se revendiquent universalistes, tenait compte des droits des femmes? Alors, je pourrais répondre très rapidement en disant non, elles n'ont aucune place. Ça pourrait être très, très vite. Et je pourrais reposer le micro et vous pourriez passer à la question suivante, mais on ne va pas faire ça. On n'est pas là pour ça. Non, pour compléter en fait ce qui a été dit précédemment, l'universalisme, en tout cas dans une perspective et dans des études féministes, elle est profondément liée à une conception masculine du monde en fait.
Ce qui m'emmènera peut-être plus tard sur le côté écologiste, en fait. Mais en tout cas, pour l'instant, on peut déjà dire ça. Blanchité, certes, et Occident, bien sûr, parce que c'était lié au projet colonial, en fait. Mais c'est éminemment lié à une vision masculine du monde, dans le sens où, je vais essayer de dire ça avec des termes clairs, en fait, l'universalisme, dans sa portée en fait totale et totalisante, ne permet pas de parler à partir d'un point de vue particulier. En fait, ne permet pas à l'individu de s'exprimer. C'est comme une espèce d'inné, en fait. Comme si, d'une façon évidente, tout le monde était embarqué dans ça, en fait. Bon, bref, on s'en fout de ce que je pense, j'allais dire, mais moi je pense pas. C'est pas grave, on n'a rien à faire de ça. Non, mais peut-être pas maintenant. Je vais déjà essayer de présenter des choses. Donc bref, en tout cas, il y a ça. Et du coup, en fait, ce qui a été reproché dans les études féministes, en fait, une des premières choses qu'on apprend, c'est que une pensée masculine ne se dit jamais masculine, en fait. Une pensée masculine est objective. Elle dit le monde comme il est. Elle ne prend pas du tout compte de la personne qui émet cette pensée et qui est bien souvent un homme, en fait. Et toute la lutte féministe, notamment dans les études, en tout cas en philosophie, parce que je viens de la philosophie, donc je peux parler de ça, mais c'est très similaire en anthropologie, en sociologie, etc., c'était de dire, vous ne faites pas une philosophie universaliste, vous faites une philosophie masculiniste, en fait. Vous dites le monde à partir de votre propre conception. Et en fait, dans ce monde-là, la preuve, on n'existe pas. On n'est nulle part. La preuve, vous dites homme pour dire femme. Enfin, ça va quand même assez loin. Et donc, à partir de ce mouvement-là de balayage extrême, en fait, toute contestation de ça est forcément particulariste, en fait. Toute contestation de... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une espèce de... Le jeu est pipé, en fait, depuis le début. C'est-à-dire que dans les termes mêmes, en fait, toute contestation d'un truc universaliste, est particulariste, puisque, en fait, l'universalisme nie les minorités, en fait, sur lesquelles il se développe et il prend naissance. Donc, pour répondre à la question plus rapidement, les femmes, et en fait plein d'autres minorités, je peux parler des femmes, je peux parler des minorités raciales, je peux parler des minorités queer, je peux parler des minorités handicapées, enfin il y a énormément de groupes qui se sont fait complètement disqualifier en fait du projet universaliste. Et au-delà de ça, en fait, et ça j'aimerais bien le dire, le projet universaliste n'aurait pas pu se développer de telle manière sans la violence perpétrée à l'endroit de ces minorités, en fait. Donc c'est pas que non seulement elles n'ont pas été comptées, c'est que pour produire en fait la meilleure version universelle du savoir occidental masculin, il fallait donc s'entraîner, en fait prendre ces corps en fait comme des terrains d'expérimentation pour pouvoir aboutir à la meilleure version de l'universalisme qu'on pouvait avoir. Et je vais peut-être terminer là-dessus et après ce sera fini. Je tiens quand même à dire, et ça c'est peut-être une pensée personnelle que peut-être je peux mettre à disposition à la discussion après à mes collègues ici, mais je crois que ça serait dangereux d'associer l'idée d'universalisme à la blanchité par essence. J'ai pas envie de dire que c'est un projet qui est par essence occidental ou colonial, etc. Il y a eu d'autres projets universalistes, je pense à l'islam entre autres, il doit y en avoir d'autres, mais dans ma tête en tout cas, ce qui vient en premier dans une perception aussi totalisante du monde, avec un projet qui a vocation à affirmer des valeurs qui devraient convertir et nous emmener vers un but commun en fait, en niant énormément de minorités. L'islam l'a fait en fait, ça a existé. Et je pense que si on cherchait, on trouverait dans l'histoire en fait d'autres moments de velléité universaliste. Du coup, j'ai juste envie de poser ça, pas pour dire ah non mais ça va, tout le monde l'a fait, ils sont pas si méchants. C'est pas du tout ça mon propos, je tiens à le dire. Non mais que si on veut vraiment être rigoureux, je crois qu'il faut aussi désessentialiser en fait les concepts et les sortir un peu de. C'est pas équivalent en fait à un truc de race blanche, c'est pas équivalent à un truc d'Occident, c'est une manière de comprendre le monde, donc moi avec laquelle je suis profondément en désaccord, mais qui a pu être utilisée ou mobilisée en fait à plusieurs moments dans l'histoire, je pense. Et je vais m'arrêter là. C'est très intéressant parce que c'est l'une des raisons qui m'ont beaucoup plu lorsque Sophie nous a proposé de vous inviter, Alain Policar. Parce que vous avez, même si vous portez une critique justement dans votre livre sur la manière dont l'universalisme est porté par certains aujourd'hui, vous dites quelque chose, page 9, qui m'a intéressé. Et vous dites ceci, vous dites nous soumettrons donc en présentant votre projet, nous soumettrons donc l'exigence universaliste aux arguments de ceux qui la rejettent. Un universalisme digne de ce nom doit se construire non sur le rejet polémique de l'argumentation adverse, mais dans la patiente analyse des fondements de celle-ci. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, j'aimerais vous entendre aussi sur votre définition, mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui que dans le débat,
il y a une critique qui ne participe pas à cette analyse des fondements dont vous parlez dans le livre. Je ne sais pas si je peux répondre directement à votre question. Moi, j'étais assez content à un moment de ce qu'avait dit Myriam, parce que j'étais en désaccord sur un certain nombre de choses et ça aurait été plus amusant pour le public. Mais comme elle a dit que par essence, l'universalisme n'était pas en question, mon désaccord est évidemment atténué. Moi, mon projet, c'est effectivement de faire, historiquement, mais pas simplement, l'inventaire des façons dont l'idéal universaliste a été dévoyé, dont il a été invoqué pour la mission civilisatrice de l'Occident, donc la colonisation, mot que, étrangement, on n'a pas encore prononcé, qui est vraiment un crime absolu, eh bien, il s'agissait aussi de voir s'il pouvait être sauvé. Alors, Myriam dit qu'effectivement, l'idée peut être retenue, bien qu'elle soit en désaccord avec l'universaliste. Alors, moi, je ne sais pas très bien comment on peut véritablement faire de la politique et de la philosophie sans avoir pour horizon ce qui nous unit. C'est-à-dire qu'en fait, mon universalisme, je rentre un peu peut-être dans les détails trop vite, mais mon universalisme, il a des fondements anthropologiques. Autrement dit, et mon antiracisme participe de la même démarche. Autrement dit, ce qui est important, c'est de voir que nous sommes fondamentalement les mêmes, quels que soient les oripeaux culturels sous lesquels nous nous manifestons, mais nous sommes fondamentalement les mêmes, parce que l'être humain est un produit d'une évolution complexe et qu'il a des caractéristiques qui sont partagées par tous. C'est pas par hasard, me semble-t-il, que dès les débuts de l'entreprise philosophique, la question des formes universelles. Chez Platon, on trouve une interrogation sur les formes universelles. Ce sont les idées, Platon est idéaliste, ça n'a pas véritablement d'écho aujourd'hui, en tout cas sur ce point-là. Mais la question des universaux est une question philosophique tout à fait essentielle, puisque elle a parcouru toute l'histoire de la philosophie. Au Moyen-Âge, elle a été discutée avec des positions très tranchées. C'est le cas de le dire, puisqu'on parle souvent de la position nominaliste de Guillaume d'Occam, on parle du rasoir d'Occam pour dire que pour lui, il n'y a que des particuliers, il n'y a pas d'universel. Et moi, je crois que c'est par la reconnaissance des particularités que l'on peut justement s'élever jusqu'à l'universel. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que l'universalisme républicain que nous stigmatisons tous les trois, tous les quatre, confond, je crois, universel et uniforme. C'est-à-dire que c'est un processus d'éradication et de différence. On le voit bien d'ailleurs dans la façon dont aujourd'hui on discute, par exemple, des questions, je n'aime pas le terme, discrimination positive, il aurait mieux dire action compensatoire. Grosso modo, on pense qu'il faut que tout le monde ait exactement la même situation. Alors que, précisément, l'injustice, elle commence par la constatation même que l'égalité ne permet pas, l'égalité en tout cas des traitements, ne permet pas de tenir compte des situations spécifiques. Donc il y a, je crois, politiquement une urgence à voir comment on pourrait refonder l'universalisme et le rendre attractif même pour Myriam, parce qu'il me semble qu'en aucune façon il n'abrase les différences dans la mesure où, évidemment, on en fait le procès, ce que j'ai essayé de faire, et où on comprend que même si les épistémologies de chacun, c'est-à-dire que le point de vue de chacun est quelque chose de fondamental à la souffrance, il s'agit d'aller au-delà. C'est un point sur lequel, d'ailleurs, on avait une petite différence avec Maman lorsqu'on avait débattu de ce sujet. Ce que je crois, moi, c'est que la souffrance, même si un privilège de celui qui la vit, elle est partageable. Elle est partageable parce que, précisément, nous appartenons à la même espèce. Et par conséquent, c'est la question des alliés dont on avait parlé sur Mediapart, tu t'en souviens peut-être. Moi, je crois que la question de l'alliance, elle est fondamentale parce que tout le monde ne vit pas la même chose, mais tout le monde est capable de comprendre ce que l'autre vit. Je pense que le désaccord se maintient quand je vois, la réaction de Mme Fatou. Mais pour un peu prolonger ce que Alain disait, vous, les deux, vous avez un point commun, vous donnez un horizon. C'est-à-dire qu'ici, en fait, lorsqu'on parle d'universalisme, parfois on cherche des outils pour donner un nom spécifique à cet universalisme attractif, ou en tout cas qui part de particularités dont Alain parle. Vous parlez d'universalisme mosaïque.
dans votre livre avec Julien Ciodo. Et Alain parle plutôt d'universalisme cosmopolitique. Mais pourquoi est-ce que la souffrance n'est pas partageable selon vous? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept d'universalisme mosaïque qui part de ces particularités-là? Alors, je vais faire une toute petite note sur l'Alliance. Et c'est vrai qu'avec Julien, alors c'est marrant parce que j'ai écrit ce livre avec un homme blanc, où on commence, je pense que c'est la page 5, où on rentre vraiment dans le vif en disant je ne crois pas à la notion d'allié, parce que pour moi, l'alliance est quelque chose dans lequel on peut rentrer et ressortir, et l'alliance ne permet pas lorsque, moi je le dis, je suis noire, je suis une femme noire, je ne me dis pas noire 24 heures de ma vie, je ne vais pas me coucher en me demandant si je suis moins noire que la veille, ou si je vais me réveiller plus noire qu'aujourd'hui, mais c'est juste ma situation, et je vis dans un monde qui est un monde blanc, entre les États-Unis et la France, et c'est l'enveloppe physique le vaisseau dans lequel je navigue ces mondes, et la quotidienneté de mon expérience physique, de cette enveloppe physique, avec les mondes que je traverse, d'être dans une université où je suis la première femme noire depuis 250 ans, d'être dans des endroits, et nous avons une expérience extrêmement similaire, à 17 ans d'écart avec Myriam, de venir d'une des banlieues les plus pauvres de Lyon et de faire ce pendulum quotidien, de prendre le bus pendant 1 heure pour se retrouver dans le meilleur lycée de la ville à Lyon, où je vais être pendant 2 ans la seule noire, et où tu seras 17 ans plus tard l'une des seules racisées. C'est une expérience de vie qui ne peut pas être transposable, qui ne peut pas être... Donc moi, je ne crois pas à la notion d'alliance, parce qu'on peut, et on l'a vu, et je vais vraiment essayer d'être très rapide sur cette notion pour répondre à votre question, mais les deux se tiennent. On l'a vu en 2020, où on a eu ce mouvement, ce soulèvement global suivant la mort dans les trottoirs, de l'exécution de George Floyd sur les trottoirs de Minneapolis, et de Jakarta au Kenya, de New York à Bruxelles. On a l'impression que le monde avait compris quelque chose, qu'il y avait quelque chose de cette exécution pendant 9 minutes, où finalement, dans un monde affaibli par le Covid, dans un monde où même dans nos pays du Nord, on s'était rendu compte qu'un petit virus invisible à l'œil nu pouvait nous enfermer chez nous. On arrivait à toucher finalement cet universel, cet humain, qui permettait de voir l'exécution de cet homme noir-là comme l'exécution d'un humain. Donc il y avait quelque chose qui était touché, et là il y a eu ce grand mouvement, mais moi j'ai vu 3 mois plus tard des gens me dire « Ah quand même, je fatigue ». Et de pouvoir rentrer chez soi et de se dire quand même, ça fait 3 mois qu'on milite, mais moi ça fait 40 ans que je milite parce que je suis née noire dans ce corps-là. Donc la notion d'alliance est quelque chose qu'on peut éteindre. Moi je ne peux pas éteindre ma position. Et justement ça touche à la question vraiment essentielle de la capacité à pouvoir être l'autre, l'humilité à se dire qu'on ne peut pas, il y a quelque chose de cette distance-là qui oui touche à l'humain, mais de cette distance qui on n'y est pas encore, et justement, en parlant de notion d'horizon, on va essayer de trouver des moyens d'y arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel, d'accepter que cette distance, elle est là, et que cette distance, pour moi, est un gouffre. Nous n'avons pas encore pu trouver les mots, les expériences, le moyen. C'est comme lorsque l'on dit, on peut écrire tous les romans sur l'Holocauste, ou sur un génocide, mais qui sait vraiment ce que c'est de mourir brûlé dans un four? C'est celui qui meurt brûlé dans un four. Donc il y a cet indicible, cette distance des mots qui ne pourront jamais nous permettre de comprendre l'expérience de la personne en face qui vit cette expérience. Et ça m'amène à votre question sur la question des mots. La question des mots est essentielle aujourd'hui. Nous, on vit dans un pays, et je pense que vous allez comprendre de ce dont je parle, parce que la Belgique, en ce sens, même si on va voir les choses sont assez différentes de la France, il y a des circulations quand même assez similaires. On nous dit, nous sommes dans un pays post-racial. Nous sommes dans le post-racial. Et je me dis, mais... Exactement. Et en France. Et je dis, mais à quel moment on a eu la conversation sur la notion de race? À quel moment? Je n'ai pas envie de vivre dans un monde post-racial. J'habite aux États-Unis, j'habitais en Louisiane pendant les 8 ans d'Obama. J'ai vu ce que ça a donné. Et là, le backlash d'Obama, ça a été Trump. Donc si c'est ça un monde racial, post-racial, d'une, j'en veux pas. Et de deux, je ne veux pas vivre dans un monde post-racial. Je veux vivre dans un monde post-raciste. Et cela ne peut pas
arriver tant qu'on n'aura pas décimé. Parce qu'on le dit, moi je l'explique très souvent et je vais m'arrêter là, vraiment une petite minute. Je travaille dans une université technologique et j'explique aux étudiants en passant par le vocabulaire qu'ils comprennent, qui est le vocabulaire de la programmation informatique. Lorsque vous écrivez un code informatique et à un moment il y a un bug, vous remontez dans votre code et vous essayez de voir le moment où ça bug. La modernité européenne, nos capitalismes ont été codés avec l'invention de la race comme moteur de ces sociétés. Donc à un moment on se rend compte qu'il y a un bug. Il y a un bug social, il y a un bug écologique. Il faut retourner à cette matrice. Et la matrice est le mot race. Hier, j'assiste à une conférence sur la colonisation, sur le paiement de la dette haïtienne, et le mot race est prononcé au bout d'1h43 du bout des lèvres. Post-racial. Voilà. Myriam, sur l'alliance et sur le fait qu'en fait, cette question d'alliance, elle existe depuis très longtemps. Quand je prends, par exemple, une page du bouquin de Julien Suedo et Mme Fatou Niang, vous rappelez l'épisode, en fait, du rétablissement de l'esclavage à un moment donné. Et la question de l'alliance, elle se pose depuis ce moment, et Alain en parlait parce que, dès ce moment, certains se sont dit universalistes et ont dit, nous devons nous allier aux esclaves pour pouvoir les sortir de cette condition. Et sur cette alliance, j'aimerais vous entendre. Quel est votre avis concrètement là-dessus? Est-ce que l'alliance, le partage, en tout cas, le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre, c'est quelque chose qui est possible? Je pense que tout ce qui a été dit précédemment était assez... en une énorme partie représentait déjà ce que je pensais. Donc déjà, merci de l'avoir formulé avec une telle clarté. Ça fait du bien à entendre. Il y avait un article militant qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « On ne veut pas des alliés mais des complices ». Et ça, j'avais beaucoup aimé. Je crois que vous pouvez juste taper le titre sur Internet et le retrouver. J'avais beaucoup aimé cet article qui était là et qui parlait de tout le business en fait, de l'alliance qui avait été créé notamment aux États-Unis en fait, sur comment maintenant c'est cool d'être un bon allié, d'avoir un bon t-shirt d'allié, d'avoir les bons discours des alliés et de savoir un petit peu voilà, ce qui se passait dans les groupes opprimés, mais pas trop non plus parce qu'il ne faut pas non plus que vous perdiez votre privilège. Et déjà, donc voilà, je pense qu'il faut aussi se méfier de la capacité de capitaliser en fait sur ce mot d'alliance, premièrement. Deuxièmement, pardon, je vais essayer de... Oui, voilà. En fait, j'ai pas envie de statuer sur la question de la compassion, parce que pour moi, il y a deux questions en fait dans la voix, c'est la question de l'alliance et la question de la compassion. La question de la compassion, c'est une question philosophique. J'ai déjà assez... En fait, je crois que en fait, on va pas trouver la réponse là. Et je vais juste vous dire ce que je pense. Et les gens vont répondre non, je pense pas ça. Et en fait, juste ça, pour moi, c'est pas très. Ça me porte pas trop. La question de la complicité, en fait, elle me porte beaucoup plus parce qu'elle vient poser un truc matériel, en fait. Ça veut dire, à tel moment dans l'histoire, s'il y a telle situation, est-ce que tu es capable de venir, en fait, mettre de côté ton petit confort et ton privilège pour te mettre en danger, en fait, avec moi? Et ça, je ne pense pas que les gens sont capables de le faire ad vitam aeternam. C'est pas possible. Vous pouvez pas signer en étant allié. C'est pour ça qu'être allié d'une cause, ça veut presque rien dire, en fait. Par contre, si tu es complice avec moi sur un événement et un truc, là, je vais avoir confiance. Et aussi, ça se crée dans l'affinitaire. Moi, l'alliance idéologique, alors là, j'y crois pas du tout. C'est pour ça, et bon, encore une fois, je lis ça à la question de l'écologie, en fait, tout le temps, mais c'est vraiment dans le travail de tous les jours, dans le fait de faire des choses ensemble, de construire des choses ensemble, de faire à bouffer ensemble, toutes ces petites choses du quotidien où, en fait, je vais me sentir plus complice avec toi que finalement allié, en fait, idéologiquement, parce que tu as décidé que ça, c'était une cause qui te parlait ou qui avait sens dans ton combat à toi. Donc déjà ça. Ensuite, qui a le temps d'être allié, en fait? Qui a le temps, qui peut être allié et qui ne le peut pas? Donc là, ça ramène la question, effectivement, du business ou de la... J'ai pas d'autre mot que business, mais en tout cas du côté cool en fait qu'il y a à être allié, dont moi je me méfie énormément. Et peut-être je vais terminer là-dessus sur l'universalisme, parce que vous avez dit, t'as dit, on peut se tutoyer? Allez. Du coup, t'as dit des choses qui m'ont fait. Mais voilà, j'ai pas envie que ça se transforme en une espèce de ping-pong. Non, bon. Moi, je préférais que ça soit un truc un peu ouvert où tout le monde plutôt que juste on se répond les uns les autres. 5 minutes. Oh mon Dieu, ok. Non, mais en fait, on dit souvent, effectivement, l'être humain a des... ça, c'est vraiment la philo, enfin voilà, de base. Effectivement, Platon, l'Antiquité, le bien, la vérité, tous ces trucs-là, sur lesquels j'ai pas envie de revenir, en fait, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ça et s'en foutent, en fait, je pense. Et du coup, pour moi, la philo, c'est vraiment de se dire comment on peut actualiser, en fait, ces pensées-là aujourd'hui pour opérer une transformation sociale, en fait. Sinon, moi, la philosophie, ça m'intéresse pas. Si c'est de l'histoire de la philosophie, ça ne m'intéresse pas, en fait.
Du coup, une philosophie politique, sociale, aujourd'hui, à partir de la question de l'universalisme, en fait, pour moi, elle me porte pas. Donc, je suis pas en train de dire que l'universalisme est faux ou vrai, en fait. C'est pas, on s'en fout. C'est plutôt qu'est-ce que ça m'active dans mes pratiques politiques. Et l'universalisme, pour moi, c'est plutôt une théorie ou quelque chose comme un idéal ou des valeurs. Et en fait, tu le démontres si tu n'y crois pas ou comment tu peux lui... Mais moi, ce que je comprends pas, parce que je pense qu'on est d'accord sur l'endroit où on veut aller, mais je ne comprends pas que tu ne veuilles pas monter dans le bus, tu y vas à pied. Comment tu... je suis même pas sûre qu'on veuille aller au même endroit. Au même endroit. Mais tu parles d'horizon, de construction. Oui, mais pour moi, ça se fait dans des micro-groupes, en fait. En fait, toute ma perception du militantisme ou de l'avancée, en fait, je ne crois pas du tout aux grands groupes. Je ne crois pas à la planète. En quoi okay. Attends, je vais terminer là-dessus, et après je te dis. Tous les grands groupes type l'humanité, l'universel, les valeurs de l'être humain, etc. C'est pas que j'y crois pas dans le sens c'est cool de pas y croire, c'est que je les sens pas. Enfin, c'est même pas. J'essaie pas de vous convaincre en fait. C'est juste dans ma pratique et mon parcours, c'est pas des choses qui me portent, puisque je crois qu'aujourd'hui, les pratiques politiques les plus radicales, les plus affinitaires, les plus efficaces d'une certaine manière, elles se font en fait dans des micro-groupes qui effectivement ont des valeurs pour des temps particuliers. Donc, si vous voulez, c'est un CDD d'universalisme. Ça, je serais prête à signer pour un CDD d'universalisme à la limite, mais en sachant que demain, n'importe quelle situation, comme tu l'as dit, de crise, du Covid, etc., ça nous fait automatiquement rentrer dans des processus égoïstes, de privilèges, etc., qui sont des processus humains. Donc, en fait, si vous voulez qu'on parle de valeurs humaines, on peut très bien parler de l'égoïsme, en fait, de penser que le bonheur ou la réussite, etc., ça serait des valeurs humaines partagées par tout le monde de la même manière. Je dis pas que c'est ce que vous avez dit, hein. J'en suis vraiment pas si sûre. Et en fait, je pense que fondamentalement, il y a des gens qui n'auront jamais le même projet politique que nous, et à l'intérieur même de nos groupes militants, en fait. Et il faut composer avec ça et habiter ça, parce que pour moi, l'universalisme, en fait, c'est une fuite de ça. C'est une façon de nous rassembler, une espèce d'Éden post. En fait, non. Pour moi, il y a quelque chose de profondément absurde, de presque, comment on dit, désespérant dans notre situation aujourd'hui, même écologique. Et il faut habiter ça, et je suis pas nihiliste, pas encore, mais je pense que sans dealer en fait avec ça, l'universalisme nous amène peut-être trop loin en fait. Pour moi, trop loin, c'est pas maintenant en fait pour moi qu'on est là-dedans. Là, on est plutôt à comment décortiquer même le concept de différence, parce que différence, il faut accepter nos différences. Je trouve ça tellement chiant. Enfin, non, mais il y a plein de pubs, il y a plein de, comment on dit, de campagnes de pub. J'en ai vu contre l'homophobie dans la rue, accepter la différence. Voilà, la race, ce serait que des choses de différence. En fait, ça n'a rien à voir avec la différence. En fait, c'est des violences systémiques qui se sont mises à l'endroit de minorités. Ça aurait pu être sur n'importe quel autre critère physique que ce que c'est là. Donc, en fait, tous ces discours-là qui sont au niveau de la valeur et de l'acceptation et de la morale, en fait, ne me portent pas parce qu'ils tendent à reproduire une espèce de chose comme de l'innocence ou de la... On va aller comme plus loin ensemble. Et en fait, ça, je me méfie très, très fort. Mais c'est toujours... J'ai une question. Non, c'est bon. Sur justement complicité plutôt qu'alliance, mais surtout, est-ce que ce qui est dit ici ne renvoie pas à ce que vous-même, vous citez Césaire dans l'ouvrage sur le pseudo-humanisme? Est-ce que voilà, ce n'est pas un humanisme des bons sentiments que l'alliance qui est décrite ici? Oui, Césaire parlait d'ailleurs pour l'universalisme qu'on lui imposait, de l'universalisme décharné, et c'est une expression magnifique. Moi, sur la question de l'alliance, moi je ne parle pas d'alliance dans mon livre, hein. Simplement c'est un débat qui est venu comme ça. Je pense que la différence, c'est que, tel que je l'entends chez les protagonistes de ce débat d'aujourd'hui, l'alliance est prise comme une relation de domination, un consentement qu'on pourrait retirer selon son bon vouloir. Alors évidemment, dans ces conditions-là, je pense que le mot épipé n'est pas le bon mot. Et effectivement, le terme de complicité me convient très bien, puisque je crois qu'il faut rendre toujours possible le fait que notre conversation culturelle soit traduisible dans d'autres langues, dans d'autres idiomes. Donc moi, c'est ça l'universalisme pour moi. C'est effectivement l'idée, encore une fois, qu'il y a des choses que nous pouvons nous dire, même si je reconnais, comme ça a été très bien dit par Mam, qu'il y a de l'indicible. Mais l'indicible, ça n'est pas le dernier mot. On est obligé de continuer à philosopher, à penser, à réfléchir, même si on reconnaît l'existence de l'indicible. Donc encore une fois, moi je me rallie à complicité, je trouve ça très bien, je ne connaissais pas ce texte, je vais le lire. Quand on parle d'alliance, ça a été présenté de façon un petit peu, comment dirais-je, celui qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consent à s'allier à d'autres, mais on peut très bien imaginer des alliances entre racisés, entre dominés.
L'alliance, elle n'est pas réservée à celui qui est en position de domination. Mais encore une fois, ce qui nous unit, je crois, tous, c'est la condamnation d'un universalisme en quelque sorte frelaté, biaisé. C'est quoi l'universalisme innocent, en fait? C'est ça la question. Moi, je n'ai pas utilisé innocent, mais encore une fois... Non, mais... Vous allez répondre tout à l'heure. On peut parler d'universalisme post-colonial, comme le fait Mam très justement, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut vivre dans une société post-raciste et non pas post-raciale, parce que la race est une donnée fondamentale, la race en tant que, évidemment, non pas réalité biologique, mais en tant que identité qui structure les rapports humains. On peut difficilement faire comme si elle n'existait pas. D'ailleurs, les débats qu'on a pu avoir en France notamment depuis une vingtaine, une trentaine d'années sur, par exemple, la citoyenneté, la volonté notamment des gouvernements de gauche de coller, juxtaposer citoyenneté et nationalité en oubliant toute une tradition où la citoyenneté était ouverte à ceux qui n'étaient pas des nationaux. On s'est braqué dans les années 80, la fin des années 90, début des années 2000, sur le droit de vote des étrangers aux élections municipales. On n'a toujours pas avancé dans ce domaine-là parce qu'on le justifie en disant qu'au fond, ça serait introduire une citoyenneté à deux vitesses. Ça me paraît être vraiment de tartufferie. Vous l'avez, vous, mais pas en France. Je disais juste qu'en Belgique, on a les étrangers ont le droit de vote pour les élections communales, municipales en France. Oui, en France, on en parle beaucoup, mais personne ne fait rien, quelle que soit sa couleur politique. Bon, encore une fois, je ne la convaincrai pas, Myriam, c'est sûr. Mais je dirais simplement, on doit distinguer en toute chose le principe et ses usages. C'est bien utilisé. Moi, c'est ça ma question. Mais Donnez-moi un exemple, je ne sais pas, de bon universalisme en fait dans ce cas-là. Non, mais moi je ne suis pas chrétien. Les usages quotidiens. Je ne pratique pas de religion, quelle qu'elle soit, mais le message des évangiles et l'Inquisition sont deux choses quand même très largement différentes. Le principe des évangiles, l'amour universel, l'Inquisition, évidemment, elle va en porte-à-faux avec ce principe universel. Mais l'amour universel, ça ne parle pas à tout le monde non plus. Alors, je termine juste simplement dire ça. Non, mais j'ai pas entendu. Non, c'est mieux. Simplement, l'Inquisition elle est un crime absolu, bien évidemment, mais elle ne remet pas en cause le message d'amour du Christ, même s'il ne me parle guère à moi. Hein, je dis ça de l'extérieur. Donc, on n'a d'ailleurs pas dit que finalement, je crois que Mam l'a cité au début, l'universalisme, il a aussi des racines religieuses profondes, parce que, encore une fois, catholicité, ça veut dire universalité. C'est-à-dire que le christianisme se veut une religion universelle, ce qui, à mon avis, il échoue à être, parce que, rappelez-vous ce qu'on dit dans l'Épître aux Galates, on dit il n'y aura plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni esclaves, ni hommes libres. Alors, comme ça, c'est magnifique. Quand on lit la suite, on dit vous serez tous un en Jésus-Christ. Autrement dit, l'universalisme chrétien, il est profondément particulariste, puisqu'il faut être on est unis par la foi en Jésus-Christ. Donc on est entièrement d'accord sur beaucoup de choses, simplement. Je trouve que la radicalité de Myriam ne parle pas, mais c'est probablement parce que je suis beaucoup plus vieux qu'elle. Non, ça m'arrive très souvent, c'est pas, je vous assure. Pas... Mais, Mam, vous vouliez répondre, et j'aimerais que vous développiez un peu l'universalisme postcolonial dont vous parlez, et peut-être pour entamer cette dernière discussion avant de donner la parole à la salle et qu'on puisse avoir un échange beaucoup plus nourri, le lien avec l'écologie. Je pense que vous parlez de ces territoires subalternes, vous parlez par exemple des Antilles, de la question du chlordécone. Il y a un grand débat aujourd'hui ici sur le nucléaire. Faut-il sortir du nucléaire ou pas? Et j'ai l'impression que l'histoire, on ne convoque pas assez l'histoire, on ne convoque pas assez l'impact de ce qu'a été l'exploitation du nucléaire sur les peuples qu'on a exploités du point de vue de la colonisation et qui se sont retrouvés, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique, en Asie, face à c'est un exemple que je prends, mais est-ce que cet universalisme postcolonial peut nourrir aussi les luttes écologiques? Absolument. Alors, je vais répondre à
Mademoiselle, madame, lorsque tu poses la question, alors est-ce qu'il y a un gentil universalisme ou un universalisme un peu naïf en posant, et je t'entends cette espèce de grand projet, les lendemains qui chantent, les grands groupes, l'humanisme, cette espèce de rêve, moi je t'entends, et je pense que ça a à voir avec quelque chose qui est en fait bien, parce que dans un débat, on a envie de partir sur une compréhension commune des termes, et je pense que ça revient vraiment à la première question que tu as posée, qui était qu'est-ce que c'est que l'universalisme ? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette vocation de quelque chose qui a à voir avec quelque chose qui a vocation à être universel, et pour moi, il y a quelque chose qui est important lorsque nous, dans ce bouquin, nous parlons de l'universalisme mosaïque, l'universalisme alvéole. Il y a quelque chose qui est vraiment, et qui pour le coup vient d'une pensée qui est extrêmement personnelle, c'est la notion des cercles concentriques. Me dire ce qui est mieux pour moi, il n'y a que moi qui le sais. Et à partir de là, les choses qui me rendent bien vont évoluer en un cercle concentrique. Un premier cercle qui est celui de mes intimes, un deuxième, troisième, quatrième, et un cercle X+, qui va concerner des personnes au Brésil, etc. Peut-être le bout de l'univers lorsqu'on va se rendre compte que Mars est habitable. Et donc, ce qui se passe, donc on est 7 milliards d'habitants, et on a 7 milliards de cercles qui se coincent, qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent toute la journée, dans l'évolution du temps, de l'humanité. Et lorsque la vision que j'ai, lorsqu'on parle d'universalisme, c'est justement sortir des impositions d'un universalisme qui serait rattaché à un État-nation, d'un universalisme qui serait rattaché à une grande mission telle que la colonisation, la mission civilisatrice, mais quelque chose qui parte de l'humain, du jeu. Et dans ce cas, de l'imaginer comme des espèces d'alvéoles, où on va se retrouver, où justement on a cette notion de confort, parce que je suis dans une alvéole avec des gens qui partagent ma préoccupation de l'humain. Et c'est ma vision de l'humain. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Et dans ce sens, je suis dans un groupe avec des personnes qui me ressemblent, mais nous avons comme... Et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est utopique, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on se rende compte, parce que ce qu'il y a au bout, ce n'est ni du plaisir, ni des sentiments comme la peur, c'est la survie de notre espèce. Et c'est là qu'on fait la transition avec l'écologie. L'écologie devrait être universaliste, et l'universalisme ne peut qu'être écologique. Je suis totalement pas d'accord. Ah non, attends. Non, mais c'est super. Non, mais Et avant de rentrer, moi, la thèse qui pour moi est absolument centrale, dans mon universalisme de personnes racisées noires habitant en Europe, qui est nécessairement différent de quelqu'un qui vient du Sénégal ou qui vient du Mali, qui a été nourri, je ne sais pas, par exemple, par la charte du Mandé, ou qui serait différent de quelqu'un qui vient du Brésil, dans mon universalisme, ma compréhension du monde ou la compréhension de mon alvéole et la manière dont cet alvéole touche l'alvéole d'à côté ne peut passer que par quelque chose qui est postcolonial, c'est-à-dire la reconnaissance par mon pays, qu'est la France, et la reconnaissance par donc le cercle qui s'agrandit de mon pays aux autres pays européens qui ont pratiqué la colonisation, etc., l'Afrique, la reconnaissance que la question raciale, la question coloniale, l'exploitation des corps pendant 482 ans, l'exploitation des terres a produit une situation de colonialité qui aura, on va pas revenir on va faire l'économie des mondes, on va pas revenir sur les conséquences, la mauvaise prise en charge des corps racisés, l'exploitation néocoloniale de nos pays, etc. Et là, arriver à la transition sur la question écologique. Donc, je dessine, pour moi, c'est vraiment un chemin, je l'imagine vraiment comme un train avec ses stations. On ne peut pas arriver aujourd'hui à une pleine compréhension de l'impact de l'humain sur Terre sans passer par l'exploitation, qui est passée par l'exploitation coloniale. Et l'exploitation coloniale, on ne peut pas la comprendre sans comprendre la place que la question raciale a jouée aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans des pays où cette déconnexion est totale et les gens ne le voient pas. On ne voit pas le lien avec le chlordécone, on ne voit pas le lien quand une tempête ou des inondations au Pakistan, c'est chez nous. Parce qu'à la fin, ce qu'il y a, ce n'est pas notre confort dans notre alvéole, ce n'est pas la protection de la France. Et le Covid l'a montré, le Covid ne s'est pas arrêté aux frontières des États-nations, le nuage de Tchernobyl l'a montré avant, c'est la protection de ce qu'il y a en bout de cette course, en bout de ce tramway, c'est-à-dire la survie de notre espèce humaine.
sur une planète qu'on est en train de rendre inhabitable. Oui, non, mais merci. Je vais essayer de ne pas faire en sorte que ce soit, comme j'ai dit, on pourra en parler peut-être après. Mais juste sur la question. Mais du coup, j'ai compris exactement ce qui faisait qu'on était en désaccord. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'on avance. Tout le truc de cercle concentrique, en fait, pour moi, c'est un modèle sur lequel je me suis très vite en fait détachée parce que au-delà en fait de la question. Pardon, je vais essayer de parler plus clairement. En fait, la catégorie humain, pour moi, est une mauvaise catégorie à partir de laquelle penser l'écologie. Et parce qu'en fait, voilà. Oui, mais non, en fait, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle d'humain, de notre espèce, etc. Et en fait, pour moi, c'est lié. En fait, l'universalisme est lié à l'humanisme. Enfin, peut-être qu'on pourrait totalement. L'humanisme, en fait, c'est un projet, pour aller très très vite, politique, philosophique, culturel, global, d'affirmation de la supériorité de l'espèce humaine sur le reste du monde. Et donc là, je tiens à questionner l'espèce humaine. En fait, espèce humaine, on s'est très vite rendu compte au fil de l'histoire que ce qui était humain et ce qui ne l'était pas a pu varier de divers degrés. Et en fait, on a, si vous voulez, d'un côté cette polarité de la nature et de l'autre côté de la culture. Donc je reviens à mon truc de qui est plus humain, en fait, qui est plus universel que l'autre. Et en fait, dans le côté de la nature, on a eu donc les personnes racisées et les femmes, les personnes handicapées, les animaux non humains aujourd'hui aussi. Donc en fait, je me dis, comment on peut continuer à aller sur ce côté-là de la polarité, en fait, donc humanisme, universalisme, etc., en disant pourtant que, en fait, on veut se réclamer, en fait, de cette, je sais pas comment dire, oppression naturalisante, en fait, sur nos corps. Et si on continue à convoquer la catégorie d'humain, en fait, pour moi, c'est jouer le même jeu, enfin, c'est d'utiliser les outils du maître, quoi. Enfin, pour moi, c'est de rejouer, en fait, ce vocabulaire-là. Et du coup, combien de temps on va devoir attendre pour intégrer les autres groupes, en fait. Moi, bon, je suis écoféministe, mais je suis aussi très antispéciste. Voilà, je dis les gros mots directement. Je sais pas comment dire, les animaux non humains, c'est un enjeu qui me porte énormément dans ma vie. Et en fait, je peux pas me dire, bah non, là, il faut d'abord que j'attende que moi, mon universalisme, il soit, alors je sais pas, post-racial, donc ça va être quoi demain, post-sexiste, ensuite post-spéciste, ensuite, et de fait, en fait, c'est pas un universalisme. Enfin, je sais pas, c'est dans la définition structurelle lui-même. Si à chaque fois on devrait le modifier en vertu d'une lutte, en fait, pourquoi ne pas changer les termes de la discussion et partir directement de la minorité, de l'oppression, du côté naturalisant, animalisant, en fait, et d'œuvrer à partir de ça. D'œuvrer à partir des micro-groupes qui se sont faits, naturalisés, animalisés. Et oui, il y a peu de perspectives, et peut-être il y a moins le message de on est tous... Mais peut-être qu'il n'y en a pas. On va y revenir. On va y revenir dans le débat. Mais justement, dans la question que je vous ai envoyée, il y a cette question du fait que quand on prend cette déclaration des droits de l'homme ou des droits humains dont on parle, des droits de l'homme, de l'origine, la question des animaux, les droits des animaux, donc tout ce qui touche à la nature, les droits de la terre, la biodiversité, qui est porté dans l'écologie décoloniale, qui est consubstantielle à ce courant, finalement n'existait pas, Alain Policar. Aujourd'hui, est-ce que l'écologie, justement, peut, en son sein, porter ce combat-là. À partir de la question universaliste, j'ai bien compris que Myriam n'est pas tout à fait d'accord avec cela. L'écologie, elle est effectivement, je crois, comme l'a dit Imam, universaliste, je dirais même cosmopolitique par essence, parce qu'elle ne respecte pas les frontières. Les problèmes qui se posent aux hommes ne sont pas des problèmes qui sont différents au-delà de la frontière. On a des tas d'exemples d'événements qui ont touché absolument tout le monde. Les questions écologistes sont des questions qui doivent être posées à l'échelle de la planète parce qu'elles ne se posent pas dans un seul pays. Ce n'est pas l'écologie dans un seul pays, pour reprendre une formule bien connue. Je crois donc qu'il y a... L'écologie, pour moi, ça me paraît être effectivement une théorie de la justice globale. C'est-à-dire que c'est véritablement prendre en compte non seulement les humains, mais aussi la nature, les non-humains. Je fais remarquer en passant à Myriam que si elle parle des animaux non-humains, c'est une reconnaissance implicite de l'humain. Je ne dis pas que je ne reconnais pas l'humain. C'est comme la race, en fait. C'est-à-dire Pardon. Je ne dis pas que je ne reconnais pas l'humain. En fait, je dis que ce n'est pas une catégorie déterminante à partir de laquelle j'ai envie de penser mon projet politique. Non, mais on peut penser l'humain en disant que ça nous donne un certain nombre de devoirs tout à fait considérables par rapport précisément au fait que nous maîtrisons un peu mieux que les animaux non humains un certain nombre de connaissances technologiques ou d'idées, ou la raison, ou la liberté. Enfin, tous ces éléments-là, on peut considérer... Non, attendez, soyons précis. Quand on parle d'animaux non humains, on parle de rien.
puisqu'en fait, on parle ne d'humain. va pas confondre les bonobos et les chimpanzés d'une part avec le ver de terre. Nous Donc- sommes des animaux. Je tiens juste à le répéter. Oui, bien sûr. Voilà. Animal humain, animal non humain, bien entendu. Mais la distinction me paraît difficile à remettre en cause. D'abord parce que je ne vois pas le bénéfice qu'on en tire, mais bon, peu importe. Mais encore une fois, on peut très bien considérer que ce qui nous caractérise, c'est... ça dépend des chapelles philosophiques, mais en tout cas, c'est la liberté. Mais non, Non, enfin, du moins... il y a plein d'animaux qui sont libres aussi. Et il y a plein d'humains qui ne sont pas libres. Non, mais Je pense que c'est un mauvais débat où on s'engage là tout de suite. non, parce je que pense le concept pas de que ce soit- liberté, il est difficile de le concevoir pour un animal non humain, y compris un bonobo, Pas sur du tout. lesquels j'ai pas mal lu, notamment les travaux de France Deval. Mhm. Lui-même, qui est quand même un très grand spécialiste de ces questions-là, ne nie pas les différences. Il dit simplement que ces différences ne doivent pas être matière à traitement différencié. C'est pas la même chose. On peut avoir des différences, elles n'entraînent pas discrimination. Reconnaître les différences, c'est même le meilleur moyen pour précisément lutter contre la discrimination. Ta position, puisqu'on a essayé de tutoyer, ta Oui, on a position, essayé. ta position consiste finalement à considérer qu'il y a une indistinction totale. Non, c'est faux. Et c'est l'argument principal des gens. Non, mais opposés. non, mais attends. Non, c'est pas du tout ça ma position. Heureusement d'ailleurs. Je suis pas du tout en Non, train mais- de dire qu'un lierre, une abeille et un humain, c'est exactement pareil et qu'on va tous vivre dans un monde antispéciste nivelé où plus rien n'a de différent. C'est pas du tout ça ma position. Non, mais quand je dis indistinction, aux allusions, par exemple, aux travaux de Dominique et Sada, qui consistent, c'est-à-dire que quand nous parlons de la nature, nous parlons de l'extérieur, alors que nous en faisons partie. Oui, totalement. Bon, c'est ça que je Absolument. veux Oui, dire. oui, oui. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, l'écologie, c'est nous, la nature. Enfin, en fait, pour moi, cette distinction n'a presque pas de. C'est pour ça que les problèmes sociaux de discrimination à tous les niveaux, en fait, sont des problèmes écologiques. En fait, pour moi, l'écologie ne s'occupe de rien d'autre que de la qualité, en fait, de notre possibilité de survie, en fait. Animaux, humains, non humains, Oui, mais nature, nature. Enfin, je serais assez c'est d'accord. l'écologie politique, en fait. Mais il y a énormément de chapelles au sein de Bien sûr. l'écologie. Et Oui, donc, oui, bien sûr. de distinction, oui. Oui, on sent. Donc, on sent. on va, on va quand même donner la parole à la salle. Je suis désolée. Des échanges et vous pourrez rebondir sur ce que vous n'avez pas pu dire. Mais c'était intéressant. J'ai laissé l'échange mûrir, être porté parce que je pense que c'est la meilleure manière. On vous a pas trop donné le choix. C'est la meilleure manière, quelque part, de pouvoir édifier les personnes qui nous écoutent sur ce que vous pensez justement de cette thématique. Je vais donner la parole à la salle, mais on pourra revenir sur un point qu'on n'a pas abordé. Vous avez évoqué la charte du Mandé tout à l'heure. Et en Belgique, toute la question de l'enseignement de l'histoire coloniale dans les écoles, mais aussi l'enseignement de l'histoire de l'Afrique ou des pays anciennement colonisés avant donc, cette colonisation se pose. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la charte du Mandé, par exemple, peut être considérée comme étant égale à la charte? Parce que certains affirment que ce n'est pas l'égalité des gens qui sont des faiseurs d'opinion. Je ne voulais pas le citer, mais quelqu'un comme Éric Zemmour disait... mais c'est vrai, c'est un faiseur d'opinion. Ce sont des arguments que nous entendons de plus en plus. Et donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais peut-être que vous pourrez rebondir lorsque des questions vous seront posées. Alors, je vais vous donner le micro pour des questions, des réactions courtes et qu'on puisse avoir un échange. Je vais prendre 3 questions et puis les intervenants répondront dans l'ordre qu'ils veulent. Alors, même si je suis à l'extrême droite, peut-être que ma question va vous être, vous allez considérer comme, voilà. Ah, voilà. Mais de point de vue donc Jésus-Christ, voilà. Peut-être que moi, je me considère à l'extrême droite et peut-être que vous allez considérer ma question comme à l'extrême gauche. Mais je suis obligé de poser cette question, étant donné voilà, le panel et le débat. Mais je suis obligé d'introduire que ma question part du continuum colonial belge, avec ce rapport spatial, ségrégalement spatial qu'il a entretenu au Congo. Donc c'est par l'espace qu'on a d'abord dominé les Congolais, qu'on leur a imposé un autre rapport à la terre, puisqu'on est un petit pays, on n'a pas une grande armée. Et donc lorsque les
quartiers populaires ont commencé à naître dans cette ville qui est dans un pays tampon, voilà, parangon de l'Europe, et donc c'est quasiment la deuxième ville avec plus de lobby. Et donc ce rapport colonial-spatial se retrouve ici. Qu'est-ce qui se passe quand, au niveau d'une écologie, avant que naisse le livre Écologie décoloniale, et où au Congo, il y a toujours des personnes comme Emmanuel de Mérode qui dirigent ce parc de la Virunga, deuxième réserve naturelle au monde, donc l'environnementalisme, ou dans des quartiers populaires, on considère que pour éduquer les Noirs et les Arabes, il faut qu'ils fassent du vélo. Qu'est-ce qui se passe quand, dans une ville comme Bruxelles, s'applique un universalisme dans la praxis écologique? Quand tout d'un coup, parce qu'évidemment c'est la catastrophe, l'anthropocène, on arrive dans des quartiers comme Anderlecht, Schaerbeek, on dit que tout le monde doit faire du vélo, on met des plaques, et voilà, et c'est comme ça, et pas autrement. Et voilà, vous n'avez qu'à suivre le train, et parce que, voilà, c'est le nouveau plan avec lequel la ville va pouvoir respirer, et les choses vont se faire. Alors que dans ces quartiers populaires, on parle de gens qui, depuis les années 60, ont besoin d'une voiture, pour être livreur, chauffeur, vendre d'autres voitures à d'autres personnes. Et du jour au lendemain, on leur dit faites du vélo, quoi. C'est le futur. Vous n'êtes pas assez évolué, assez éduqué. Vous ne comprenez rien, en fait. Et de nouveau, s'applique de nouveau une moralité, mais cette fois-ci un universalisme, par la praxis politique. Et donc, je fais référence à un cas très, très pratique de communes comme Schaerbeek ou Molenbeek, où c'est imposé une certaine idée de l'écologie, le plan good move, quoi. Donc, comment faire? Est-ce que Myriam qui propose, est-ce que c'est toujours l'écologie des petits groupes? Parce que là, forcément, les populations ont agi, ont essayé de dire, écoutez, bon, nous, en fait, on parle de là. Ou quelle est la bonne approche, en fait? Voilà. J'ai l'impression que la question s'adresse presque plus aux modérateurs qu'aux intervenants qui ne connaissent peut-être pas très bien le contexte, mais on verra après. Parce que Myriam avait développé. Ouais, Tout à fait. c'est vrai. Tout à fait. Qui d'autre a une question? Non, je crois pas. Pas pour le moment. Bonsoir, merci pour les interventions. Alors ma question, elle vient un peu de mon approche à moi, et je travaille énormément avec le concept du pluriversalisme, et je me demandais si c'est un concept que vous avez décidé de ne pas utiliser, si oui, pourquoi, et quelle est votre position? Parce que donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le concept du pluriversalisme, il s'inspire vraiment des mouvements zappatistes et de leur manière de conceptualiser le monde, qui fait une critique de l'universalisme en mettant en évidence la violence épistémique de l'universalisme et en mettant en évidence la coexistence d'ontologies qui doivent subir cette violence épistémique. Et donc, pour moi, il me semble que le pluriversalisme est un concept assez utile pour justement contourner un certain nombre de ces questions que vous avez discutées ce soir. Et je me demandais pourquoi ça ne faisait pas partie du débat et quelle est votre position. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Bonjour, c'est par rapport à l'histoire, par rapport à une comparaison entre la France et la Belgique, par rapport à comment est-ce que l'histoire de la colonisation est relatée en France. Ok. Oula. Myriam d'abord, et puis ensuite Je veux bien juste Am, commencer et on terminera par Alain. par la question là, parce que c'est la plus, Oui, enfin, je le parle plus la plus réversal. rapidement. Oui. Voilà. Je ne l'ai pas dit uniquement par manque de temps. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une perspective qui est dans... C'est un mot que je serais tout à fait OK d'utiliser. Donc voilà, on peut trouver des terrains, d'accord. Parce que pour moi, dans une perspective pluriversaliste, c'était aussi très lié au livre de Arturo Escobar, Sentir Pensar. Et là, en fait, pour moi, on est dans quelque chose qui est assez dans le compromis. Parce que, en fait, pour moi, universalisme, c'est que le pensar, si tu veux. Et donc, c'est la domination, en fait, théorique de... dans le discours, c'est la théorie, en fait, ou les valeurs, ou la morale, ou quelque chose de futur. Alors que le sentir, en fait, tu vois, c'est la terre.
Et c'est la terre dans le sens agroécologie, parce que nous on dit permaculture ici, mais en fait subsistance, petits groupes, paysannerie. Et en fait ça pour moi c'est de l'écologie et ça parle en fait des marges directement. Et aussi, et ça c'est un truc dont on n'a pas parlé en fait dans l'université, enfin on en a parlé un peu, mais le pluriversalisme, en tout cas développé comme chez Escobar, ça prend aussi énormément en question la question de la spiritualité. Et en fait, la question écologique aujourd'hui sans la question spirituelle, pour moi, elle n'a aucun sens. Et pardon, et je termine juste. Et du coup, et en fait, c'est pour ça que pour moi, je serais très peu encline à adopter n'importe quel point de vue universaliste, parce que pour moi, il y a des conceptions écologiques qui sont tellement liées aux cosmogonies, à comment on enterre nos morts, à comment on rend hommage aux mémoires. Et ça, en fait, le jour où on réinsufflera du sens là-dedans, je pense que écologiquement, on arrivera à aller un peu plus loin. Et donc, c'est pour ça que je continue sur les petits groupes. Oui, donc moi, je crois beaucoup plus à ça, parce qu'on se crée des mémoires en fait écologiques communautaires. Et avec toute la beauté du mot communautaire, je trouve. Voilà, je termine là-dessus. Absolument d'accord. Et en fait, nous, on termine le livre sur ça. Donc Escobar, Souleymane Bachir. Et en fait, parce qu'on se rend compte que la définition, de la manière dont on modèle justement cet universalisme mosaïque, cet universalisme des alvéoles, cet universalisme où ma compréhension aujourd'hui, qui est une espèce de trait d'union entre le Sénégal, le Brésil, la France, les États-Unis, comment est-ce qu'elle peut rencontrer l'alvéole de quelqu'un qui habite au Chili. Finalement, on se retourne et on est aux ateliers de la pensée. Il y a Souleymane Bachir qui dit mais c'est le pluriversalisme. Et donc on tombe sur ça. Et je suis aussi extrêmement, moi je te rejoins dans ce que tu dis, ce qui nous oblige, et ça fait le lien avec ta question, François, sur l'écologie et cette compréhension de l'écologie qui devient un peu cette prise en charge qui peut être urgente parce qu'on se rend compte que le monde brûle. Il a fait 43 degrés cet été à Paris, qui devient une question aussi un peu hip. Et cette question hip, ce n'est pas quelque chose qu'on éteint in and out. On est dedans, on milite, on sort, on allume son portable, on envoie un tweet. Pour d'autres personnes dans cette terre, c'est une manière de vivre qui est une manière quotidienne. C'est une manière d'occuper la terre, c'est une manière de vivre en lien, et merci d'avoir prononcé ce mot du non-humain, de vivre en relation avec le non-humain. C'est une manière de vivre en relation avec le sacré, c'est une quotidianité. C'est une quotidianité. Le geste écologique est pour beaucoup un geste quotidien. J'avais une conversation avec ma sœur, et certains d'entre vous qui viennent de familles pauvres, qui viennent de familles immigrées, savent ce dont je parle. Vous allez chez les parents, on ouvre le congélateur et il y a un pot de glace. Eh ben, le pot de glace ne contient pas de la glace, qu'est-ce qu'il contient? Du foufou. Du foufou. Et là, je suis encore dans des suds qui sont des suds du Nord. Je ne parle même pas des suds dans les suds. Nous avons tous connu de familles immigrées pauvres de quartiers populaires, le rouleau de papier aluminium qui était déplié, repassé pour pouvoir être réutilisé. Donc ces gestes écologiques-là qui devenaient des gestes quotidiens, et je ne parle même pas de ce qui se passe dans les villages en Afrique, en Inde. Donc il y a quelque chose de la compréhension de l'écologie qui est mise de côté lorsque l'écologie devient ce geste très hip de maintenant il faut prendre en question cette question et s'en occuper sans prendre en compte la manière dont elle obéit à des on parle de quelque chose de global. C'est on parle du devenir de l'humanité sur cette terre que nous partageons, mais elle a des émanations qui sont extrêmement globales, à des échelles extrêmement réduites, ce qui fait que appliquer une action écologique en banlieue, dans une cité, ne peut pas être la même. On ne peut pas décider d'avoir des gestes comme ça, couverture, en centre-ville et dans les périphéries. Donc, et c'est pour ça que l'idée de l'échelle, et je pense qu'on se retrouve vraiment sur ça et c'est pour ça que voilà, moi je suis absolument contre ces grands gestes, ces mouvements englobants, mais il faut qu'on trouve un moyen que cette gestion de l'intime, cette gestion de la proximité, cette gestion du local, de l'extrême local, qui ce n'est pas de l'égoïsme, doit partir de soi, doit émaner de soi, puisse arriver à une espèce de mille pattes qui couvre la terre. Et juste pour terminer, alors la question sur
C'était l'enseignement de l'histoire? Oui, la comparaison entre la France et la Belgique, la manière dont l'histoire coloniale est relatée en France. Alors, je vais expliquer, je vais essayer de faire très très vite par rapport à donc l'émission de RFI. Moi, j'arrive aux États-Unis il y a 17 ans pour un programme d'échange qui doit durer 9 mois. Je sors comme Myriam d'une des meilleures classes prépa de France avec une spécialisation en histoire et en géographie. Et c'est aux États-Unis que donc j'arrive et donc la prof elle accueille tout le monde en nous disant c'est super sympa, il y a 7 étudiants français dans le cours et je serai hyper contente lorsqu'on arrivera à la partie sur Fanon. Et donc j'ouvre le programme et je ne connais aucun des noms. Il y a Fanon, il y a Marie Scondé, il y a Glissant, je ne connais aucune de ces personnes. Et c'est pendant ce semestre que je vais apprendre que Saint-Domingue était une colonie française. C'est pendant ce semestre que je vais apprendre que nous, on a toujours célébré 1848 comme l'abolition de l'esclavage, la France cette geste de libération, et qu'en fait, 1792, on abolit l'esclavage, mais l'économie tanque, et il y a quelque chose de... On parle d'il y a 17 ans. Donc il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a véritablement, et là je pense qu'on est au cœur des questions que l'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce frémissement, cette manière la manière dont on construit un univers, et là véritablement l'universalisme. On connaît tous cette fresque de voilà, les lumières. J'ai vu quelque chose de similaire ce matin au musée de Tervuren, l'urgence, la nécessité, presque cette nécessité religieuse de la mission civilisatrice d'amener la lumière là où règne l'obscurité, là où règne le manque de civilisation. Et lorsque cette manière de se construire dans un monde, de faire sens de sa place dans le monde par l'universalisme, et puis plus tard la République, etc., est remise aujourd'hui et interrogée par des personnes comme moi, qui sont le résultat de cette histoire-là, des personnes comme moi dont le corps rappelle à la France cette réalité qu'elle refuse de voir. Lorsque nous mettons le miroir sur cette... Paul Gilroy parlait de mélancolie postcoloniale, c'est-à-dire cette rencontre entre l'image qu'on a eue de soi, l'histoire qu'on a écrite sur soi, pour revenir à ce que Trouillot disait, la manière dont on a silencié Trouillot, Renan le disait, l'oubli. Pire que l'oubli, l'amnésie est une condition nécessaire à la création de la nation. Et moi, je me rends compte, je grandis dans un pays où tout ce qui explique pourquoi je suis dans ce pays depuis cette génération a été enlevé. Donc aujourd'hui, on est dans ces moments de mélancolie, de grand stress, parce que cette histoire qui a été en France faite de manière extrêmement disciplinée est en train de vaciller. Il y a des pages collées. On se rend compte, et je vais terminer sur ça, qu'on a lu un livre, notre roman national, et j'aimerais bien savoir quelle est la perspective en Belgique, qu'on a appris par cœur de manière très disciplinée. Tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on est passé de la page 2 à la page 8. On va décoller et essayer de retrouver la page 3, la page 4, la page 5. Et c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de stress. Alain ? Oui, beaucoup de choses ont été dites, je ne veux pas rajouter, je suis en plus globalement d'accord. Sur le roman national, effectivement, pour répondre à la question, il y a une phrase d'une historienne qui s'appelle Suzanne Citron qui m'a beaucoup marqué. Elle dit que la France s'est comportée comme ça dans les colonies, non pas en dépit du fait qu'elle était la patrie des droits de l'homme, mais parce qu'elle était la patrie des droits de l'homme. C'est une phrase extrêmement profonde que je vous recommande de méditer, parce qu'on s'est permis énormément de choses, pensant être une incarnation idéale typique de l'universalisme. Bon, sur la question qui est posée par monsieur, c'est tout à fait intéressant, parce que je suis venu en taxi, et le chauffeur de taxi a tenu exactement le même discours, avec les mêmes accents, et je le trouvais extrêmement convaincant, c'est vrai. Mais ceci étant, je ne pense pas qu'il s'agisse d'universalisme, il s'agit de la généralité de la loi, et la généralité de la loi, elle a parfois effectivement des inconvénients, parce qu'elle s'adresse à des gens qui ont des situations fortement différentes. Et l'alternative est extrêmement difficile à trouver. Je ne sais pas ce que l'on pourrait faire d'autre que faire en sorte que les lois soient applicables partout, même si effectivement tout le monde ne le vit pas de la même façon et tout le monde n'en subit pas les mêmes conséquences. Je reviens sur la question essentielle, là, sur le pluriversalisme. Effectivement, c'est un terme, je ne crois même pas l'utiliser moi non plus, mais il se trouve que je me suis rattrapé parce que j'organise la semaine prochaine un colloque et il y aura une intervention qui s'appelle, c'est Stéphane Dufoy qui fera ça, universalisme et pluriversalisme, complémentaire ou inconciliable ou complémentaire, je ne sais plus comment il l'a formulé. Alors, moi pour un petit peu
accroître un certain nombre de différences entre nous. Si le pluriversalisme veut dire universalisme pluriel, ça ne pose pas de problème. Mais évidemment, le plus souvent, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire pluralité universelle, et ça veut dire par conséquent qu'il y a des situations qui sont à peu près incommensurables. Or, l'idée d'incommensurabilité, c'est celle contre laquelle je me suis bâti dans chacune de mes interventions ce soir, c'est-à-dire qu'en fait... Pardon ? Non, c'est un universalisme qui reconnaît l'existence des pluralités. Oui, enfin, universalisme pluriel. Non. Astrid, on va te donner le micro. Mais Oui, mais il faut juste qu'elle ait un micro quand elle parle, oui, sinon l'enregistrement ne passe pas. Je pense que c'est plus simple. Je suis désolée d'interrompre, mais le pluriversalisme, c'est pas. C'est vraiment l'antonyme. Pour moi, c'est un antonyme de l'universalisme. Parce que l'universalisme, ça vient de cette vision eurocentrée d'un seul monde. Et le pluriversalisme, c'est justement plusieurs mondes qui cohabitent. Mais est-ce que tu peux pas justement de l'universalisme, parce que nous en France on parle presque d'universalisme à la française, qui serait différent de la manière dont on peut imaginer l'universalisme européen ou l'universalisme aux États-Unis. Et donc lorsqu'on imagine que chacun est parce que en Afrique il y a de l'universalisme, les Wolofs en ont, et que l'universalisme en fait nous ramène, et en fait on est vraiment sur du vocabulaire ici, nous ramène sur l'humain, sur ce qui, on revient encore dessus, sur ce qui a vocation à être universel. Donc finalement lorsque on accepte, et c'est ça le problème, le fait d'accepter qu'il y a des universalismes, et le problème se trouve dans le S, lorsqu'on accepte des universalismes, est-ce que l'arrivée, la station finale n'est pas le pluriversalisme, non ? Mais je pense que l'origine du terme et la manière dont il est discuté dans les débats latinos qui remontent maintenant, qui sont montés dans d'autres débats en anglais plus récemment et qui arrivent lentement vers le français, c'est vraiment une compréhension. C'est vraiment l'idée des mouvements zapatistes où on ne pense plus dans le monde binaire. Et donc, on n'est pas dans une question de humain non humain, et on est vraiment dans une cosmologie où l'humain fait partie d'un autre ensemble, et il n'y a pas de différenciation à faire, il n'y a pas de hiérarchie à faire, il n'y a plus de hiérarchie. Et il n'y a pas de hiérarchisation des savoirs, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu, que je veux dire, on ne peut pas dire que l'universalisme est la composition de plusieurs universalismes, parce que justement l'origine du terme, c'est de dire que c'est l'antonyme de l'universalisme. Et donc l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas d'autres visions du monde, c'est une coexistence du monde, et avoir avec l'aspiration qui est moins hiérarchie que ce qu'elle convie aujourd'hui. Et il n'y a pas d'arrivée aussi, merci, je crois. Astrid. C'est ça le truc. Oui, on va redonner la parole à la salle. Mais je ne sais pas si vous aviez terminé. Je voulais juste, je n'ai pas tout à fait terminé, mais ce n'est pas important. Mais on a un terme qui est un terme philosophique, qui est universalisme réitératif, qu'on doit à Ricoeur. Donc ça veut dire que l'universalisme, il est en quelque sorte accommodé, réapproprié par chacun. Et dans cette perspective-là, on peut très bien considérer qu'il n'y a pas véritablement l'autonomie dont vous parlez. Il est possible de concilier probablement les deux. Maintenant, si on regarde d'où vient le terme pluriversalisme, vous avez parlé d'Escobar, c'est vrai que c'est chez les auteurs décoloniaux, et c'est très important parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a fait référence à plusieurs reprises aux auteurs post-coloniaux, comme Fanon, comme Glissant, comme Saïd, qu'on n'a pas cité, ou d'autres, qui ne remettent pas en cause précisément l'universalisme, qui font une critique très puissante, très forte, mais qui ne le remettent pas en cause. Alors que les auteurs décoloniaux, eux, le remettent en cause parce qu'ils considèrent qu'il n'y a rien à sauver dans la modernité. Modernité et colonialité sont des choses qui vont de pair. Donc je crois que le pluriversalisme, c'est ça son origine. L'idée que la modernité n'a rien produit de bon, que les récits d'émancipation, ceux des droits de l'homme, ceux de la lutte des classes, ne sont pas des choses recevables. Voilà, uniquement pour dire les distinctions. Voilà. Mais juste avant de repasser la parole à la salle, j'ai bien entendu la référence que Sophie a faite. Mais justement, si on organise ce genre d'espace, c'est pour que cette décolonisation de l'imaginaire au niveau de l'écologie politique se fasse. Et dans cette salle, il y a des personnes des collègues,
sont là et qui écoutent et qui aussi doivent tenir compte de cette pensée, de ces points de vue. C'est pour ça que l'on organise cela et que Ethiopia a accepté de l'organiser, qu'on puisse écouter aussi ces voix. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question peut-être un peu naïve. Au niveau par rapport au pluriversalisme et tout ça, ça me parle vraiment beaucoup. Et je suis aussi du même avis que Myriam par rapport au point de vue situé, etc. Mais donc, je me questionne comment comment penser un pluriversalisme là, avec, comment dire, où les points de vue situés ont le même poids. Dans le sens où, avec notre héritage raciste, misogyne, etc., on est, je pense, tous et toutes imprégnés de biais cognitifs. Et donc, j'aime aussi beaucoup l'idée du mille-pattes. Comment faire pour que toutes les alvéoles aient la même taille, pour que toutes les pattes du mille-pattes aient la même longueur, en gros, pour que toutes les voix comptent de la même manière, alors qu'on est tous et toutes imprégnés de ces biais, et que ça se reproduit dans les mouvements militants. Il y a des personnes qui prennent plus de place que d'autres. Il y a des personnes à qui on laisse plus la place. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu c'est une question un peu naïve, mais voilà, si vous avez... Ouais, je veux bien. On va... Oui, une autre question. Ouais. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous vous positionniez par rapport à la loi, de manière générale, donc la Convention internationale. Je ne parle pas de la manière dont elle est générée. Hein. Donc là, on est d'accord, ok, patriarcat et tout machin. Et l'idée même qu'il puisse y avoir des lois qui s'appliquent de manière universelle à tout le monde et des conventions qui sont quand même mises en avant et nécessaires pour éventuellement protéger la planète s'il y a lieu. Dernière question de cette série. Émile. Merci beaucoup. Ça va? OK. Moi, je voulais juste poser une petite question en partant du mot universalisme, qui quand même reste une croyance, comme c'est défini, selon laquelle tous les hommes peuvent être sauvés. Et l'écologie, qui, en tout cas dans ma culture d'origine du Sénégal, c'est quand même une recherche d'harmonie entre les hommes, les animaux, voilà, les ancêtres. Donc, ma question, c'est comment penser l'universalisme dans un monde déséquilibré, fragmenté et en miettes. Parce que quand on parle d'universalisme, on pense au monde, mais nous sommes tous ici, je crois, persuadés que le monde dans lequel nous vivons, il y a quand même plusieurs mondes, autres mondes, qui fonctionnent, je crois que différemment. Et comment aujourd'hui on peut penser l'universalisme et rechercher un équilibre dans un monde aujourd'hui complètement déséquilibré. Je reviens sur le mot, par exemple, écologie, parce que si on voit le mot, chacun a l'impression, si je suis quelqu'un qui est soumis aux règles et même jusqu'à être face à une forme d'écologie punitive, que je crois être meilleur que le voisin qui, lui, va fonctionner différemment. Et donc, l'homme qui nous sommes aujourd'hui, en tout cas témoin d'un monde qui s'est détruit de manière graduelle et qu'aujourd'hui, face à une situation catastrophique, quelques personnes, voilà, on peut même aller jusqu'à parler des partis politiques qui se sont appropriés du mot,
Et qu'aujourd'hui, comment faire pour que chaque citoyen, au-delà des partis politiques, au-delà d'autres catégories, chacun arrive à se rendre compte que quand on a un don précieux, chacun doit être garant et de prendre en tout cas soin de ce don qui est précieux, qui est notre monde, qui pour moi revient sur notre humanité commune, qui est fondamentale. Et aujourd'hui, on sait très clairement que le mot reste quand même des mots MOTS. Comment des mots MOTS, on peut passer à la pratique pour que vraiment on arrive à des choses concrètes sur lesquelles le citoyen, l'humain peut se baser, parce que finalement, rien que des mots, ça ne va pas nous aider à avancer. Je vous remercie. Myriam. Je vais pas... De la théorie à la pratique. non. Mais en fait, je vais répondre à cette question et je crois que c'est un petit peu de rapport avec cette question et je vais pareil essayer d'être assez synthétique. Désolée, hein, je continue. C'est vraiment, là, pour le coup, j'exprime, on va dire, ma vision à moi, et c'est vraiment infini. Enfin, ouais, dans ma perspective, et je suis plutôt en train de dire que c'est la vérité qu'il faut adopter. Je pense que profondément, nous ne sommes pas dans un truc de mille pattes où nous allons tous et toutes dans une même direction, et je pense que ça n'arrivera jamais. Donc peut-être que je suis très pessimiste, hein, je ne sais pas, mais... Et du coup, je me dis comment composer avec le fait que des gens iront toujours dans des directions opposées, en fait, de moi, à l'échelle notamment de groupe et à l'échelle totale, enfin, beaucoup plus grande. Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est de militer à l'intérieur de micro-espaces. Et enfin, micro-espaces, non, des espaces, en fait, parce qu'on ne peut jamais accéder aux grands espaces de toute façon. Même ceux qui pensent être dans des grands espaces, en fait, ils sont toujours dans des micros. Mais ce que je voulais dire, en fait, là-dessus, c'est que nous sommes toujours, en fait, entachés, tu l'as dit, Enfin, pas entachés, parce que ça sous-entend un état de pureté, ce à quoi je ne crois pas non plus, mais on a été élevés dans un pays voilà, capitaliste, néolibéral, raciste, patriarcal, tout ce que vous voulez. Même en étant les plus déconstruits, je ne sais pas c'est quoi les mots à la mode aujourd'hui, en fait, on ne peut pas se départir de ça, en fait. Donc, comment continuer à vivre en fait avec cette violence-là qui est en nous et qui est tellement, tu l'as dit, je ne sais pas quel mot tu as utilisé, mais c'est presque immédiat, quoi. C'est dans nos comportements, dans la manière de nous regarder, etc. Donc ça, je pense qu'il faut faire une croix là-dessus. Vraiment se dire, on va rester avec ça jusqu'à la fin, en fait. Et si le but, c'est de s'en départir, ça ne marchera pas. Et en fait, ça nous emmène dans une course à la pureté militante qui, je crois, reproduit des schémas en fait coloniaux. Typiquement, d'aller demander à des gens de faire du vélo, d'être végétarien du jour au lendemain. Moi, j'adore ces moments où en fait on critique les personnes musulmanes quand c'est le moment de l'Aïd, que tous les antispécistes se sentent tout à coup tout à fait capables en fait de proposer des projets politiques de défense des droits des animaux. Quand par contre c'est des Arabes qui tuent des moutons, quoi. Là, c'est ok. Bref, voilà. Donc c'est vraiment de repenser en fait tous ces trucs-là pour se dire comment on peut réussir à faire groupe en étant les plus conscients en fait de ces trucs-là et en étant toujours dans une réactualisation en fait de ces systèmes d'avouer en fait ces systèmes de domination. Là, je suis encore dans les mots, je suis d'accord. Donc, ce que je veux dire très concrètement, c'est s'intéresser aux histoires minoritaires. Dire les histoires. Vraiment, on ne se rend pas compte du poids de dire les histoires. Ça veut dire parler des gens que vous connaissez autour de vous qui ne sont pas dit, les gens qu'on ne dit pas à l'université, Platon et compagnie, piétinons-les en fait. On n'a plus le temps de faire la révérence en fait au père de la pensée occidentale. Aujourd'hui, on est comment on peut réussir à réinventer en fait des codes dans un tournant épistémologique. Donc vraiment, si je suis hyper inspirée par les gens en fait qui mettent en avant des histoires qui sont complètement quotidiennes, minoritaires. Moi, je parle toujours de ma mère dans mes conférences. Je parle toujours de. En fait, parlons de ces personnes-là et convoquons-les comme des personnes qui sont des sujets en fait, des sujets écologiques, des sujets féministes, sans que pour autant elles aient accepté ou se soient saisies en fait de ce vocabulaire-là. Je vais finir par parler de mon livre parce que je suis quand même assez arrogante. Dans mon bouquin, chaque chapitre, en fait, c'est ça. Je me suis basée sur une expérience, mais vraiment, je mange face à un mec dans un restaurant. Je me fais épiler chez l'esthéticienne. Et en fait, de toutes ces situations-là, qu'est-ce que je peux en tirer politiquement qui fait que toi ou moi, en fait, on va pouvoir être complices en fait, à cet endroit-là ensemble et avancer même un tout petit peu. Le temps d'une soirée dans un squat, le temps juste ça, en fait. Je pense qu'il faut en fait
être beaucoup plus humble, en fait. Humble dans nos aspirations militantes, en fait. Arrêter de penser... Enfin, genre, l'écologie, pour moi, c'est pour ça qu'elle se trompe complètement. On va pas sauver le monde, on va pas arrêter l'antinucléaire, on va pas faire ça, enfin, le nucléaire. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est être présent dans des espaces minoritaires, donner la voix à ces gens, les citer quand on écrit des textes, et tout ça, en fait, ça redynamise des façons différentes, en fait, de produire du savoir. Et du coup, je termine par là-dessus. Est-ce que je crois à la loi ? Bah, du coup, universellement, non. Et ensuite, je suis profondément anarchiste aussi. Donc, on rajoutait au packaging. Donc, non. Je pense que la loi est au contraire... En fait, pour moi, les exemples politiques les plus inspirants, donc là, je vais prendre Zapatiste et Rojava, c'est les exemples qui ont le plus déboulonné la loi comme on l'entendait de la manière la plus évidente, en fait, jusqu'à maintenant. Et c'est les exemples qui sont considérés les plus en marge, alors que moi, je considère que c'est les exemples politiques les plus prometteurs, les plus féministes, les plus écologiques qui existent aujourd'hui pour le monde de demain, si ça existe. Voilà. Je partais sur la poétique de l'humilité et mic drop. Tu as tout dit. L'humilité sur la capacité à connaître ses limites, l'humilité sur nos buts, les buts les objectifs que l'on se fixe et à commencer par soi-même. Moi, je suis absolument d'accord avec Myriam quand tu dis partir de soi, c'est ce que l'on connaît le mieux, enfin, je crois. Partir de soi, partir des personnes autour de nous. Et il se trouve que pour toi ou pour moi, les personnes qui sont autour de nous, nos mères, nos pères, sont les personnes qui sont toujours parlées et qui n'ont pas pu être écoutées. Et lorsque cette poétique de l'humilité, pour moi, elle est absolument essentielle pour éviter, parce que je vous entendais, lorsque je parle de ce train, c'est un train qui n'a pas vocation à forcer les gens à monter dedans. Donc on ne va pas obliger les personnes à rentrer dans le mille-pattes. Et surtout, c'est un train où la notion d'égalité, de comment est-ce qu'on va faire pour que, vous avez dit plusieurs fois même, la notion de même, parce que justement c'est ce qui nous obligerait dans nos fonctionnements, dans ces petites alvéoles qui sont censées être, et encore peut-être on est encore dans l'utopie, mais moi je veux y croire, à devoir recréer ces mécanismes parce que l'égalité, il faut la mesurer, il faut la créer, il faut la décréter, il faut pouvoir s'emparer du 2,3 de plus qu'elle a pour donner à l'autre. Et là, on revient dans ces mêmes mécanismes de contrôle, de domination que l'on essaie de fuir. Donc moi, j'essaie vraiment de fuir cela, et vraiment l'idée des baby steps, les petits pas. Et le premier pas, c'est reconnaître que l'on ne sait pas, c'est reconnaître que l'on est perdu, reconnaître que l'on a tracé un horizon, que c'est un horizon vers lequel je vais essayer de m'avancer. Je vais faire le pas, mais ce pas devra être fait avec des gens qui pensent comme moi, et dont je devrais quand même respecter les différences, quelles qu'elles soient. Et là, on revient. Et pour moi, dans ces espaces-là, la notion de dialogue, elle est permanente, elle est essentielle, elle est fondamentale, parce que c'est dans le dialogue, comme on a fait ici, qu'on va se rendre compte que on a pu écrire un livre sur l'universalisme, faire une thèse sur l'universalisme, mais cette notion est constamment à redéfinir, à définir, qu'elle va être bousculée. Et toutes ces notions qu'on a tendance à enfermer et à en faire des lois, les tables de la loi qui ne doivent pas bouger, sont des notions qui ont vocation à bouger. L'universalisme de Napoléon ne peut pas être celui du 12 octobre 2022, il ne pourra peut-être pas être celui... Donc, et ce mouvement ne peut se faire que dans le dialogue et dans la prise en compte finalement de l'humanité de l'autre, et du fait que cet autre a autant vocation à rentrer dans mon mille-pattes que moi, parce que finalement humain, et at the end of the day, on va au même endroit qui est la survie sur notre planète. Et je vais vite terminer avec ce que vous disiez sur l'écologie. Définissons l'écologie. Ce que nous entendons aujourd'hui... Allez, vous restez 5 heures de plus. Non, mais définissons ce mouvement politique, ce qu'on peut en entendre lorsque, au XXIe siècle, dans le Nord, dans certains pays, l'écologie, et je le répète encore, c'est un mode de vie. Donc il n'y a pas cette distinction entre l'engagement politique, quelque chose qui me demande un engagement, quelque chose qui peut être punitif, qui me demande, et juste les modes de vie. Donc avoir aussi cette humilité de descendre de son pédestal, de descendre de sortir de nos biais, de sortir de nos habitudes, pour voir ce qui se fait chez l'autre.
chez l'autre, dont les habitudes de vie qui ont pu être décriées, qui ont pu être considérées comme non naturelles, non humaines, finalement nous ramènent à ces bouts d'écologie qui, mis bout à bout, nous donneront peut-être la porte de sortie. Peut-être on n'y arrivera pas, peut-être, mais moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de bouger. Alain ? Oh, écoute, tellement de choses ont été dites. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec la conclusion de Mam. Enfin, j'essaye. C'est le pessimisme d'intelligence et l'optimisme de la volonté ou l'inverse. Mais on peut difficilement effectivement se résigner, encore une fois. Mais je conçois que la tâche est lourde. Juste un mot simplement à propos de la loi, puisque en philosophie politique, la loi, ça n'est pas secondaire. Souvent, quand je faisais des cours sur ces sujets-là, je montrais aux étudiants mon bras. Et je disais, supposons que les os de mon bras, ce soit la loi. Si je considère que ce sont effectivement, les lois, on voit bien que les lois, les os, limitent les mouvements de mes bras. Mais supposons qu'il n'y ait pas de loi, je n'ai plus de mouvement. Et donc la loi peut aussi être protectrice. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut essayer de la concevoir, comme une protection pour les plus faibles. Bien évidemment, c'est largement, je vois à ma droite, c'est largement un vœu pieux. Mais en tout cas... À quoi sert la police ? À quoi sert la police ? À protéger les plus faibles. À quoi sert la police ? Encore une fois... À quoi servent les contrôles d'identité ? À quoi servent les prisons ? La loi est ce qui permet précisément de contrecarrer les agissements Pour de police, qui ? bien souvent. Pour qui ? Ah non, attends. Non, mais attends, parce que si on remet en cause la loi, c'est un autre débat sur la démocratie. Eh ben, allons. On est là jusqu'à 3h du matin. Non. Alors, un débat de 5 heures sur l'écologie, un débat de 5 heures sur la démocratie. Non, enfin, encore une fois, c'est quand même un des leviers de la démocratie que la généralisation de la loi et la volonté qu'elle s'applique à tous. Bien évidemment, les lois sont faites pour être changées. Et ça, c'est le mouvement. Encore une fois, le combat politique nous amène à changer nos lois. Sinon, nous serions toujours sur des lois du Moyen-Âge et des ordres le servage, etc., etc. Donc, en fait, la loi n'est qu'un moment de notre histoire et elle est faite, bien évidemment, pour être changée. Mais on ne doit pas concevoir qu'en tant que telle, elle est oppression. En tant que telle. Voilà. On va prendre une petite pause. Il y a des sandwichs et vous allez revenir parce que nous sommes là jusqu'à 2h du matin. On est prêts. Voilà, c'était un débat très riche. J'aimerais donner la parole à Sophie pour conclure. Juste dire que cette série de conférences était un défi. C'est la première fois qu'on l'organisait. Et nous avions décidé de l'organiser parce que nous pensions justement qu'une pensée politique qui justement ne se remet pas en cause s'ankylose quelque part. Elle ne permet pas de faire avancer la réflexion pour trouver des solutions nouvelles. Et donc c'est aussi pour cela que nous l'avons organisé, pour écouter, ce qui ne s'entend pas souvent dans des partis politiques, ce qui ne s'entend pas souvent dans des mouvements qui ont droit de citer. Et aujourd'hui, je suis content qu'on ait pu partager cela et qu'on ait ces espaces et que j'espère que on va continuer à nous soutenir pour avoir ces espaces et pour pouvoir continuer à avoir cette discussion très enrichissante. Sophie. Oui, moi je voulais simplement effectivement dire à peu près ça, que cette conférence s'inscrivait dans un cycle qui a abordé des questions économiques, des questions de féminisme et aujourd'hui, du coup, les questions d'universalisme, et que ces 3 conférences, enfin celle-ci n'y est pas encore, mais les 2 premières conférences sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube d'Etopia, donc peuvent être revues à profusion parce que ça elle donne toujours à penser, et que celle-ci sera mise aussi sur YouTube très bientôt sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à les revoir et à vous inscrire à la newsletter d'Etopia si vous voulez suivre l'actualité de notre association. Voilà. Et achetez le livre de Myriam. Ah, elles sont Achetez leur livre. Évidemment qu'il faut acheter tous les livres. Donc, Alain Policard, l'universalisme en procès, universalisme de Julien Ciodo, Mme Fatou Niang, et des paillettes sur le compost de Myriam Bafou. C'est à l'entrée, vous pouvez vous les procurer. Merci et à bientôt.
Merci.